Bonjour tout le monde. Ce petit mardi pluvieux en Gaspésie, c'est juste bon pour la végétation. On va parler justement des plantes et particulièrement des plantes exotiques envahissantes. Euh, Là, il faut que je clique quelque part. Je pense que ça va. Donc, pour le Conseil régional de l'environnement, dans le cadre de son programme là, sur le climat qui est financé par le gouvernement du Canada, c'est le climat de changement, c'est ça. Je vous présente là, ces choses-là au niveau des plantes envahissantes. Une plante envahissante, c'est finalement un végétal qui colonise des nouveaux sites ou même de nouvelles régions jusqu'à devenir l'espèce dominante, là. Et donc, ça s'est fait. La végétation sur la planète s'est développée un peu de cette façon-là. Fait qu'on va aller faire un petit tour dans le passé, juste voir à quoi ça ressemble. Donc, on sait que les continents ont bougé au fil des années. Il y a différents types de plantes qui, selon le climat et selon les types de sols qui se sont développés, ça a évolué. Il y avait des grandes fougères à un moment donné, des dinosaures et tout le kit. Et bon, les continents étaient tous ensemble et ont développé des particularités et tout ça s'est dispersé pour ressembler un peu à ça aujourd'hui, là. Donc, il y a des espèces qui sont communes dans certains cas, mais qui se sont développées. Il y a une particularité ici dans le Nord, on a eu des périodes de glaciation, dont la dernière, là, où il y a à peu près 15 000 ans, 15 à 11 000 ans, il y avait 1,5 km d'épaisseur au-dessus de nos têtes. Et c'était là, vraiment, ça reprend les choses à zéro. Vraiment, tout ce qu'il y a comme sol et tout ça, les plantes est complètement effacé et jusqu'à la repousser. Donc, quand le glacier, finalement, a arraché des matériaux, va relâcher des éléments après bon, des milliers d'années dans certains cas et vont former véritablement le paysage qu'on connaît. Et, bon, par exemple, les talus montagneux, les bords, les rivières, tout le réseau hydrographique et ainsi de suite. Donc, aussi, un autre élément qui est important pour la propagation, c'est les courants océaniques. Il va tomber des plantes de différents pays dans les rivières qui, elles, vont rejoindre les océans. Et les grands courants peuvent amener et transporter des semences ou des parties de plantes qui vont faire en sorte que de reprendre ailleurs quand les conditions sont propices. Tout le temps, les questions de sol et la question d'humidité et de chaleur qui font la différence. Là, comme ici, on voudrait bien avoir des bananiers, mais on n'a pas le climat. L'hiver est bien dur sur les bananes, ça fait qu'on passe, on les importe. Un autre élément qui a fait, qui s'est propagé des choses, c'est les grandes migrations animales. Les grandes migrations animales à travers, bon, par exemple, le continent nord-américain ou dans ce cas-ci, l'Afrique. Ça fait des milliers de kilomètres, ça mange la végétation et ça relâche par les fumiers, tout ça. Les oiseaux aussi, beaucoup. Qui sont un élément de propagation de plantes à travers le monde. Ça, on peut appeler ça les méthodes un peu naturelles là, de propagation. Et bien entendu, les grandes migrations, les mouvements humains au fil des siècles. Là, ici, c'est un peu les flux de migrants là, un peu modernes d'une certaine façon, comment ça bouge dans le monde, mais ça a été un peu ça. On sait, bon, par exemple, que les populations amérindiennes sont arrivées via le détroit, justement dans le temps de la glaciation, et se sont dispersées en Amérique du Nord. Ils venaient d'Asie et de différents endroits là, et tout ça a fait que, bon, on transporte des semences, des graines, des éléments qui sont en tout cas importants là, pour la nourriture, la survie et tout ça, là. Donc, aujourd'hui, il y a encore plus de mouvements humains et de
transport de marchandises à travers le monde, par tous les moyens, bien entendu, les bateaux, avec toutes les marchandises qui transitent. Là, on sait que l'Asie est un grand producteur, la Chine est un grand producteur de marchandises. Il y a plein de fruits et autres espèces végétales qui viennent du Sud. Qui fournissent ici, et vice-versa. Il y a des plantes ici qui sont envoyées. Il y a par exemple du bois où il peut y avoir des insectes, il peut y avoir entre tout ce mouvement-là fait en sorte qu'il y a une plus grande dispersion que jamais de plantes qui viennent s'établir, et le succès va dépendre encore là des conditions qui sont présentes dans le milieu, là. Pour ce qui est des espèces végétales envahissantes, il y a d'abord, bien entendu, par ces transports-là, ces mouvements-là et tout ça, l'introduction en premier lieu. Bon, l'introduction, c'est véritablement les premières graines qui arrivent et qui vont ou non arriver à survivre. Et c'est ce qu'on appelle la naturalisation. Donc, ils vont s'adapter aux conditions existantes. Ici, on a été épargné à l'échelle du Québec par, bien entendu, les conditions climatiques hivernales. Il y a beaucoup de plantes qui sont arrivées ici, qui n'ont pas survécu à cause justement du froid et les conditions de glace d'hiver qui sont pas très propices là, à des plantes là, qui sont plus fragiles et dont la diversification, vu que ça vient du Sud, est encore plus spécifique d'une certaine façon. Et quand il arrive à se naturaliser, là, on parle de propagation. Véritablement, là, c'est elle a trouvé les moyens, la plante de bien s'adapter, d'aller selon les endroits, les types de sol, comme par exemple sur le bord des cours d'eau où il peut y avoir plus d'humidité, plus de débordement d'eau qui fait en sorte que ça profite là, à certaines plantes et ainsi de suite. Et quand ça se propage et que ça devient véritablement là, une grande, ça s'étend beaucoup, ça devient ce qu'on appelle un envahissement, là. Véritablement, l'envahissement, c'est justement là où ça a des impacts, là. Ces impacts-là, ben, c'est bien entendu, ça réduit la biodiversité à l'endroit où ça se trouve parce que ça prend la place. Ça perturbe les écosystèmes. Véritablement, les écosystèmes ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon. Ça peut changer l'écologie locale. Ce ne sera pas les mêmes petits animaux ou grands animaux qui vont fréquenter les lieux. Il y a aussi, bon, le meilleur exemple de ça qu'on a pu voir comme exemple d'envahissement, pour les gens qui sont plus dans l'ouest du Québec, c'est le phragmite, c'est-à-dire l'Alpis roseau, le roseau commun. Et donc, on l'a vu envahir les bordures, notamment des autoroutes, parce que justement, le transport routier favorise la dispersion de graines et tout ça. Par exemple, un camion va aller chercher des marchandises sur une terre agricole, va ramasser de la terre dans ses pneus ou sur son body, et va faire en sorte, excusez l'anglicisme, et va faire en sorte, là, à un moment donné, par le roulement, avec la pluie, avec les chaos sur la route, etc., va relâcher ces plantes-là. Et encore là, le meilleur exemple, c'est ces fragmites-là, qui sont des espèces de grands balais là, qui ondulent au vent et qui sont finalement une des modèles plus connus là, de plantes envahissantes là, au Québec et bien entendu ailleurs. Donc, c'est un peu ça, là, le mode de propagation et effectivement d'avancée de ces plantes-là qui prennent de plus en plus, à cause justement là, de plus en plus de mouvements, font en sorte de devenir de plus en plus problématiques. Et bon, les 4 grandes caractéristiques pour que les végétaux viennent à supplanter les espèces indigènes dans leur milieu naturel habituel,
c'est bien entendu un bon taux de reproduction, par exemple par la production d'une quantité supérieure de semences. Donc, les semences viennent en nombre supplanter là, celles des espèces indigènes et font en sorte que le succès de repousse est beaucoup meilleur et au fil des années, ben, ils prennent le dessus, comme on dit là. C'est aussi leur capacité à s'adapter à différents milieux, à différents habitats ou climats aussi. Donc, je parlais de l'importante différence de climat qu'on a ici au Québec. Il y a des plantes, comme vous allez voir, qui ont réussi à s'adapter et même à profiter grandement là, de ces conditions-là, au détriment là, des espèces qui étaient déjà là. Par exemple, la renouée du Japon, c'est considéré, ça s'est tellement bien adapté à plusieurs endroits dans le monde que c'est considéré là, pour plusieurs pays là, comme une menace. Là, donc, une menace là, et vous allez voir plus loin à quel point la renouée en particulier, c'est une fois que c'est implanté, là, tiens-toi bien là, pour enlever ça après, là, parce que c'est très, très, très coriace. Là. Donc, c'est un peu ça. Donc, capacité à s'adapter à différents milieux. Une très bonne résistance aux maladies ou aux prédateurs, notamment par la présence de composés toxiques. On sait que certaines espèces, comme par exemple la berce dont on va parler aussi, a des composés toxiques qui font en sorte que ça n'intéresse pas les animaux, ça n'intéresse pas des prédateurs éventuels là, qui pourraient en manger et ainsi de suite. Là. Et parce qu'elles n'ont pas d'ennemis non plus aussi. Ils viennent de l'extérieur, ils rentrent dans un écosystème nouveau qui n'a pas développé les défenses nécessaires pour être en mesure de combattre ce nouvel arrivant-là et de faire en sorte de l'éliminer ou de protéger la dynamique de l'écosystème actuel et qui fait en sorte qu'à un moment donné, ces plantes-là prolifèrent et changent littéralement l'écosystème. Un bon exemple, c'est bien entendu la renouée du Japon qu'on voit ici. Qui, quand ça s'implante, ça prend littéralement toute la place, là, véritablement. C'est un bon exemple ici. Là. On a en Gaspésie, ici, des talles là, qui sont vraiment, vraiment importantes. Là. Il y a des gens qui sont arrivés à garder ça comme plante ornementale, mais il ne faut pas qu'ils relâchent l'attention parce que ça peut véritablement là, prendre le champ, comme on dit, là, véritablement. Donc, ces plantes envahissantes-là, font partie des espèces exotiques envahissantes qui, les végétaux, les animaux, les micro-organismes, parce que les micro-organismes sont très présents, les virus, entre autres, qui se propagent plus que par le passé et qui sont une inquiétude là, pour la santé publique. On a vu certains exemples dans les dernières années, bien entendu. Mais on va se concentrer aujourd'hui, bien entendu, sur les plantes. Donc, on parlait tantôt, c'est introduit soit de façon volontaire ou accidentelle. Volontaire, c'est quand, par exemple, les premiers colons sont arrivés d'Europe ici, ont apporté des plantes de base, notamment là, des graminées. Ils sont venus avec des plantes médicinales aussi, de façon importante. Et on plantait ça dans des petits jardins qui finalement, ça a débordé et ça a fait en sorte que beaucoup de plantes d'utilité se sont répandues là, au fil des années et des siècles. Là, bien entendu, je répète encore, je vais le répéter à plusieurs fois, c'est le transport qui est le premier finalement, la première voie d'entrée des espèces envahissantes là, de façon accidentelle. Et ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est beaucoup difficile à contrôler là, ces entrées-là, du fait qu'il y a une circulation là, comme jamais vu là, de marchandises de toutes sortes.
qui arrive un peu partout, qui se rend jusque dans le fin fond de la Gaspésie, dans le Grand Nord, etc. Donc, c'est un problème auquel c'est une réalité avec laquelle on va avoir à vivre les plantes envahissantes. Et d'où l'importance de garder une vigilance par rapport aux nouvelles plantes. C'est un peu la leçon d'aujourd'hui, c'est véritablement, il faut développer des réseaux d'observation et de détection là, pour ces plantes-là. Donc, en gros, il y a plusieurs plantes qui sont donc qui sont d'origine exotique, mais qui ne causent pas de problèmes majeurs. Il y en a qui n'arrivent pas à s'établir pour les questions dont j'ai parlé tantôt. Et d'autres vont pouvoir survivre correctement et sans devenir envahissantes. On a plein d'exemples de ça. Et pour les espèces envahissantes, ils deviennent véritablement des compétiteurs importants, pour ne pas dire des destructeurs de la flore locale, véritablement. OK. On a fait, il y a quelques années, un projet en collaboration avec le MAPAC et l'UPA Gaspésie pour repérer des foyers de plantes exotiques envahissantes en milieu agricole. Et on voulait par ça voir, il y a certaines plantes qui étaient d'intérêt, qui sont mélangées à des grains habituellement, mais on a vu des plantes nouvelles dans les dernières décennies qui ont pris une importance et qui nuisent justement aux producteurs agricoles. L'idée, c'était de leur montrer des moyens de repérer ces plantes-là et de les signaler de façon à ce qu'on puisse intervenir. Donc, on a fait des relevés sur le sud de la Gaspésie et on est allé véritablement, là, on s'est concentré près des champs agricoles, mais sans s'y consacrer là, exclusivement. Là. Donc, on a débordé un peu quand on voyait qu'il y avait des... par exemple, dans le cas de la renouée, on l'a vu en dehors elle est tellement visible qu'on la voyait et donc on la mettait là, dans notre inventaire eux aussi. Même chose pour la berce. Donc, ici, sud de la Gaspésie, en blanc, vous avez le territoire de l'OBV, en fait, du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. Ici, à côté, on a nos voisins Matapédia-Restigouche, l'OBV Matapédia-Restigouche, et ici, le Conseil de l'eau du Nord. Matapédia-Restigouche, on va en reparler parce que eux, ils sont vraiment envahis là, par la berce commune. Et donc, ils luttent contre ça depuis des années. Nous, on a des foyers ici là, pour lesquels on a commencé depuis quelques années là, à intervenir. Et c'est déjà une lutte assez coriace, mais disons. Donc, sur la Gaspésie, OK, ça c'est notre superficie, ça fait partie de la slide. Sur la Gaspésie, donc, vous voyez, le milieu habité est un peu ici. Réseau hydrographique très dense, beaucoup de grandes rivières, comme ici la Bonaventure, la Grande Cascapédia, et ce genre-là, les rivières du Grand Gaspé, les rivières de Pabot, Grand Pabot et tout ça dans la Grande Rivière. Donc, réseau hydrographique très dense. Qui fait en sorte de favoriser une certaine dispersion. Il y a un bon taux d'humidité le réseau hydrographique au-delà des grandes rivières. Il y a plusieurs petits ruisseaux. On tombe ici, si on va un peu en arrière, dans le relief là, montagneux, jusqu'à voir les Chic-Chocs, qui sont les montagnes les plus hautes. Là, donc, une grande diversité de milieux. Il y a des plantes qui auraient pu se rendre. Il y a un grand chemin qui traverse du nord au sud à travers. Ça aurait pu se disperser, mais les conditions en milieu montagneux sont plus difficiles pour l'implantation de certaines plantes. Donc, ça, on a pu voir ça. Donc, dans les plantes qu'on a suivies, les menaces qu'elles représentent, bien entendu, c'est l'impact sur la biodiversité, des impacts économiques, notamment dans le cas des agricoles et aussi les coûts pour la lutte, effectivement, et les impacts sociaux. Impacts sociaux au niveau de la santé,
au niveau, par exemple, de l'empêchement, comme dans le cas de la Berce, de fréquenter certains milieux naturels, des sentiers dans les municipalités et ainsi de suite. Donc, ces impacts-là sont très présents, là. Donc, les 4 espèces qu'on a ciblées dans le cadre de ce projet-là en milieu agricole, c'est la renouée du Japon, le roseau commun, donc les phragmites dont je parlais plus tôt, la berce du Caucase et la berce sphondile ou berce commune. Tout de suite, je vous dis, la berce du Caucase, on n'en a pas détecté sur le territoire. Je sais que des collègues dans d'autres OBV et d'autres régions, des conseils régionaux d'environnement, des comités ZIP sont aux prises avec la berce du Caucase, qui est un monstre. En anglais, la berce, le nom, c'est hogweed en anglais. Et dans le cas de la berce du Caucase, pardon, dans le cas de la berce du Caucase, c'est giant hogweed. C'est la grande plante là, qui peut avoir jusqu'à 4 mètres et plus de hauteur, ce qui est absolument incroyable là, comme capacité d'une plante de se développer à ce point-là. Et il y a beaucoup de luttes qui étaient faites. Mais bon, dans le cas de la Gaspésie, j'en parlerai pas aujourd'hui. La berce du Caucase, on n'en a pas vu et Dieu merci, on en est épargné pour le moment. On se contente de lutter contre la berce sphondile qui est encore là un adversaire là, qui est de taille, là, même s'il est de plus petite taille que la grande berce. Donc, c'est ça. On a fait ces relevés-là et on a mis ça dans des inventaires. Et en gros, ce qu'on a trouvé, c'est des grands foyers de renouer, pardon, par des talles, des fois en milieu agricole, généralement le long des routes. Donc, encore là, le transport routier, le transport ferroviaire est très important là, comme vecteur là, de propagation, là. Pour ce qui est des phragmites, quelques foyers, quelques petits foyers dans le secteur de Newport et il y a l'endroit où il y a la plus grande, présentement, la plus grande et la seule presque présence de phragmites, c'est en arrière du IGA de Bonaventure, dans un petit milieu humide où ça s'est développé. Et encore là, les camions de livraison sont les suspects numéro 1 dans ce cas-là d'avoir amené les semences là, de phragmites jusqu'ici. Parce qu'autrement, on en a très peu vu là, et toujours aux abords du réseau routier. Donc, c'est un peu ça. Et quand on parle d'espèces envahissantes, on pense bon, à bien des choses. Mais les espèces très présentes dans notre environnement au quotidien, c'est par exemple le chien-dent qui pousse beaucoup dans les jardins, dans les pelouses et tout ça. Le pissenlit qui était particulièrement abondant ici ce printemps, là, qui est encore très présent d'une certaine façon, on ne dirait pas que c'est une plante envahissante en tant que telle, mais ceux qui veulent garder leur pelouse intacte et tout ça trouvent que c'est une terrible plante envahissante. Mais bon, l'idée, ce serait de trouver des usages, comme par exemple en manger, qui peut être très bon. Les jeunes pousses de pissenlit, c'est excellent. Et donc, il y a d'autres exemples de choses qu'on peut faire pour les plantes pour s'en accommoder. La petite oseille, c'est une plante envahissante aussi, qu'on voit des fois en assez grande quantité là, dans certains types de milieux. C'est ce qu'on appelle les surettes. Là. Quand on prend une feuille et qu'on y goûte, c'est un petit goût acidulé là, un peu là, qui est pas déplaisant du tout, là, que les enfants aiment bien ça, là, goûter à ça. Chardon des champs, donc le chardon là, avec la grande fleur rose pourpre, qui est présent là, dans les champs, en bordure des champs agricoles et ainsi de suite. Même chose pour la moutarde des champs, qui pousse avec beaucoup d'inflorescences jaunes et qui sont vraiment là,
une nuisance, bon, en fait, nuisance. Le bétail s'en accommode, mais ça peut être, dans certains cas, très présent là, dans les champs où on fait pousser du foin. L'égopode podagraire, c'est une plante qu'on voit qui est une plante qui couvre le sol d'une certaine façon, qui est ornementale, qui est arrivée véritablement là, de façon volontaire et qui fait des fleurs blanches et qui peut être très rapidement là, envahissante. Là. Ça peut couvrir là, une bordure de jardin et prendre le bois, comme on dit, là, le sous-bois, assez rapidement. C'est une belle plante, mais c'est envahissant, donc à surveiller. La salicaire pourpre. La salicaire pourpre était considérée dans les années, j'étais plus jeune, dans les années 80, 90 et tout ça, comme la plante envahissante par excellence. On la voyait dans les milieux humides notamment, et effectivement, elle se propageait de façon très rapide et sur une grande échelle. On en a ici de façon assez importante là, sur le bord de rivières, sur les bords de milieux humides aussi, dans les milieux humides pas trop inondés. Et c'était véritablement le symbole de la plante envahissante là, dans ces années-là, avec c'était une des premières sonnettes d'alarme finalement d'une plante qui n'avait pas sa place là, dans les milieux et qui les premiers groupes écologistes, je pense notamment à l'UQCN, là, qui est Nature Québec, l'Union québécoise pour la conservation de la nature à ce moment-là, qui menait des campagnes là, véritablement de sensibilisation et faites et qui ont véritablement là, éveillé les consciences là, par rapport à ce danger-là. Alors que c'est une plante qui maintenant, dans ce cas-ci, au moins ici, c'est stabilisé et qui a arrêté de prendre du terrain d'une certaine façon dans les milieux où elle se trouve. Une espèce qui est moins présente en Gaspésie, mais qui, dans le centre du Québec, est plus présente et qui est véritablement moins plaisante, c'est l'herbe à puce. L'herbe à puce qui, bon, la place reconnue, c'est les plaines d'Abraham. Il y a bien d'autres endroits. J'ai travaillé, moi, à Montréal, un endroit qui s'appelle le Cap-Saint-Jacques, et qui est dans le nord-ouest de l'île. Et c'était aussi une sérieuse talle à herbe à puce. C'était un camp pour les enfants, durant l'été. Et il fallait faire toutes les précautions possibles là, pour éviter que les enfants soient en contact là, avec l'herbe à puce. Là. Les gens de la communauté urbaine de Montréal, les effectifs, venaient régulièrement là, faire des coupes et tout ça, mais sans jamais, bien entendu, être en mesure de toutes les couper ou de toutes les enlever. Donc, une espèce qui, déjà là, commence à être qu'on veut moins là, dans son environnement que les espèces là, qui sont citées plus haut. Là. Donc, on continue. Les espèces préoccupantes à surveiller en Gaspésie, c'est les 4 espèces qui sont ici. Le gaillet molugine, le panais sauvage, la renouée du Japon et la berce spondyle. J'ai délibérément enlevé de la liste là, les phragmites parce que, justement, c'est très localisé. Il faut la surveiller, mais de là à dire qu'elle est préoccupante, c'est pas véritablement le cas. Mais il faut garder, bien entendu, comme je le disais plus tôt, l'œil ouvert là, par rapport à ça. Le gaillet. À quoi ça ressemble le gaillet? Le gaillet, ça ressemble à ça. C'est originaire d'Eurasie. Je vais juste sauter. Ça ressemble à ça. Le gaillet dans un champ, là, dans un champ en friche là, à Miguacha. On en a vu à New Richmond aussi. Là. Ça, c'est du 70 à 80% d'envahissement dans un champ. Donc, c'est une plante qui ressemble à ça. Et donc, c'est assez opiniâtre et ça peut pousser, comme je vais regarder la fiche, là,
Donc originaire d'Eurasie, a été introduite comme couvre-sol ou même comme plante ornementale parce qu'elle fait des belles petites fleurs blanches. Elle produit beaucoup de graines. Ça a été vu pour la première fois au Québec à Westmount en 1902, donc probablement des gens qui voulaient mettre dans leur plate-bande fleurie une nouvelle plante. Donc, on la trouve principalement en bordure des routes, vous savez pourquoi, dans les champs en friche ou à l'abandon, le long des voies ferrées et maintenant sur les pelouses des maisons. C'est une plante que moi, je m'intéresse aux plantes depuis que je suis enfant, avec des herbiers et tout le kit. Et je ne voyais pas ça quand j'étais enfant, dans tous les endroits que j'ai pu aller en Gaspésie, là. Je n'ai jamais vu ça. Et on a commencé à les remarquer là, dans les 25 dernières années là, seulement. Et donc, ça prolifère très rapidement. Ça a environ là, 120 cm dans les bonnes conditions, avec un système racinaire relativement en surface de 5 à 10 cm. Ce que ça fait, ben, ça diminue la qualité du fourrage pour les animaux de ferme qui, dans les champs l'été, les tassent, là, évitent des consommer là, parce qu'ils n'aiment pas ça. Donc, je vous dis 60 à 80 de dominance des champs de New Richmond et Miguasha et dans d'autres champs, là, les travaux de labour semblent donner des bons... c'est vraiment les champs en friche ou en pâturage qui sont les lieux de prédilection là, d'envahissement là, par le gaillet. Donc, si on travaille la terre de façon régulière, on a une bonne chance de pouvoir l'éliminer là, de façon. Mais on se rappelle que c'est une plante extrêmement envahissante, là. Comme on peut le voir ici, là, cet envahissement-là, c'est peut-être un champ qui n'a pas été cultivé depuis peut-être, on va dire, selon certains signes, là, de 8 à 10 années. Et donc, en ce temps-là, ça a pris le plancher, comme on dit, là, véritablement. Donc, plante envahissante, assez à surveiller et qui est une nuisance là, particulièrement pour les animaux de ferme et les producteurs agricoles. Une autre, le panais sauvage. Le panais sauvage qui est de plus en plus présent, qui ressemble à ça. Oui, la plante de ce temps-ci, elle ressemble à ça. Et au mois d'août, à peu près septembre, la fin d'été, elle va ressembler avec ça, avec les graines. Ça, c'est toutes des graines. Là, on voit un peu d'inflorescence jaune, là, donc c'est une plante qui est très opiniâtre et qui va ne pas se gêner là, d'envahir les lieux et notamment les pelouses de bons citoyens comme moi, par exemple, où je dois enlever maintenant le panais sauvage de façon régulière. Donc, on l'avait importé dès le départ, en 1612. Donc, ça faisait considéré comme une des plantes utiles. Donc, on consommait de quelque façon là, probablement la racine, malgré que la variété de panais sauvage qui est cultivée maintenant est différente de ce panais-là qui pousse un peu partout, là. Donc, fin juillet et au mois d'août, d'une certaine façon, les fleurs et ensuite les graines. Ça peut produire beaucoup de graines, donc de 300 à 1000 graines. Et on va juste aller voir un peu, regarde, juste un plan, juste une série d'inflorescences, parce qu'il peut y avoir d'autres tiges avec d'autres inflorescences, donc effectivement très bien équipées pour prendre le contrôle de la place là. Ça aime les sols riches, au pH généralement là, plutôt basique. Ça tolère très bien l'air marin, donc on le voit des fois à proximité des bords de mer. On le retrouve en bordure, bien sûr, des routes et des voies ferrées, en bordure des champs agricoles et sur les pelouses du monde. Comme la berce est en plus faible concertation, ça a des substances irritantes qui sont activées par le soleil. Et qui peuvent causer des sévères brûlures sur la peau. C'est moins pire que les berces,
mais il faut quand même être prudent. Et par exemple, si on veut l'arracher, qui est un moyen qui marche bien, mais il faut prévoir d'avoir des gants, des bottes et des vêtements de protection là, quand on veut s'en débarrasser. Donc, blablabla, sa racine, il faut enlever, comme toutes ces plantes-là, qui a à racine en forme de carotte, il faut enlever là, un minimum de, mon Dieu, je dirais, dans le cas de la berce, on met de 10 à 15 cm. Ça sera un peu la même chose là, pour le panier sauvage là, à ce niveau-là, si on veut s'en débarrasser. Si on le prend au début, il n'y a pas trop de problème, ça se fait assez bien et on réussit à s'en débarrasser. Donc, dès qu'on la voit dans son environnement, il faut faire l'effort véritablement de faire les interventions là, nécessaires pour ne plus l'avoir dans son voisinage. La renouée du Japon. Bon, bien entendu, comme ce nom le dit, ça vient du Japon, mais aussi de la Chine et de la Corée. Ça a été introduit en Amérique du Nord dans les années 1860 parce que c'est une belle, belle, belle plante ornementale. Là. Mais watch out, là, c'est pas. À un moment donné, là, ça dit c'est moi et juste moi. Là. Quand on appelle ça, ça a un surnom. La première fois que j'en ai vu, c'était à Escoubinac. Dans les années 80 à peu près. Et les travailleurs forestiers, parce que c'était dans un chemin forestier, appelaient ça le bambou mexicain. Bambou mexicain, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, c'était le nom qu'on donnait à cette plante-là, qui ressemble à ça. Quand on vous dit que c'est envahissant, là, c'est quelque chose. Donc, ça produit des grappes abondantes de fleurs blanches à la fin de l'été. C'est considéré dans le monde comme une des pires espèces envahissantes. Et vous allez voir pourquoi. Parce que ça peut se reproduire par juste des petits morceaux de racines, un peu comme l'amande, par exemple. Sauf que une fois que ça s'est établi, là, le système racinaire peut se développer jusqu'à 3 mètres de profondeur. 3 mètres de profondeur, il faut creuser loin pour s'en débarrasser. Là. C'est véritablement là. Donc, se propage par les cours d'eau ou par la machinerie qui a des parties de terre qui en contient. Ça pousse en grande densité et éventuellement, comme je l'ai dit, là, c'est me, myself and I, là, ça prend toute la place. On peut éliminer les jeunes pousses par excavation. Au départ, les petits plants par une pelle, mais ensuite, là, ça va prendre quelque chose de plus, une pelle mécanique littéralement. Et à un moment donné, une fois établi, là, quand tu es rendu avec des bosquets comme ça, là, c'est wow, t'es pris avec une certaine façon. La seule chose que tu peux faire, c'est les couper et éviter que ça se propage là, davantage là, dans l'environnement. C'est véritablement un problème d'envahissement. On le voit, les foyers sont repérés, sont cartographiés et ainsi de suite. Donc, il s'agit. Et là, ça fait ça aussi partie d'un éventuel réseau d'observation qui serait nécessaire d'établir. La berce fondile ou berce commune. Donc, la chose qui nous préoccupe le plus, véritablement, là, originaire d'Europe et d'Asie centrale. Notamment et particulièrement un peu partout d'Europe. Là, on dirait qu'on parle de berce du Caucase là, dans le cas de la Grande, là, donc on parlerait d'Europe de l'Est, mais dans ce cas-ci, cette plante-là est très dispersée là, un peu partout en Europe et en Asie centrale. Là. On l'a vu en Amérique du Nord dans les années 1880 à New York, dans le bout de New York. Le spécimen, premier spécimen qu'on a récolté pour un herbier, finalement, c'est en 1958 à Amqui. Pourquoi Amqui? C'est un mystère. Il y a différentes raisons pour lesquelles ça aurait pu se retrouver là. Mais bon, peut-être, possiblement, là, une plante ornementale qui serait venue volontairement, mais qui s'est établie là, et qui s'est propagée. Là. Donc, ça contient le même type de toxine de la berce du Caucase et ça peut causer des sérieuses brûlures sur la peau.
C'est très invasif, ça se propage le long des routes et ça peut se développer, c'est vraiment, vraiment très polyvalent, là. Ça peut se développer dans tout type de milieu, là. Et le seul endroit au monde, je l'ai souligné, où une invasion a été dûment rapportée, c'est dans la vallée de la Matapédia, ici, en Gaspésie, dans la Gaspésie, disons, géographique, plutôt que politique, ou administrative. Donc oui, d'où mes collègues de l'OBV qui sont envahis là, littéralement et qui font toutes les choses. Et selon justement eux qui travaillent depuis des années sur cette plante-là, son envahissement se propage encore plus rapidement que la berce du Caucase ailleurs du Québec. Et on sait qu'il y a des belles talles de berce du Caucase, mais dans ce cas-ci, et on a pu le vérifier nous autres aussi, ça envahit. De façon assez rapide. Il faut intervenir là, de façon systématique et répétée pour arriver, dans un premier temps, à la contrôler et éventuellement de l'éliminer complètement, là. C'est une plante dangereuse pour la santé qui, selon nous et selon, bien entendu, la gang de l'OBV Matapédia devrait être une priorité de la santé publique du Québec. C'est le cas pour la berce du Caucase et pour les mystères que nous ignorons tous, c'est pas une priorité pour la berce commune. Ça devrait, on y travaille. Ça ressemble à ça. Ça, c'est un bel envahissement. C'est mêlé un peu à du chien dent ici qu'on on peut voir. C'est une plante là, qui va produire. J'ai mis le photo, mais que je n'ai pas mis pour ne pas alourdir indûment là, la présentation par rapport à ça. Mais bon, je vais vous parler librement des interventions qu'on a pu faire. On a repéré des foyers à Caplan par une personne qui croyait que c'était de la berce du Caucase, dont la sœur, dans les années 90, a rapporté, parce que c'est une belle plante ornementale, a rapporté d'Europe. Et la personne chez qui ça se trouve, c'était vraiment, vraiment une jardinière de premier niveau, là, véritablement avec, elle pourrait avoir un jardin botanique dans sa cour, là. Elle pourrait faire visiter, là. Donc, un des premiers foyers, ça a débordé un peu dans le champ agricole avoisinant, donc d'où le fait qu'on l'a repéré assez rapidement dans le cadre de nos relevés qu'on a fait. Ensuite, le long d'un champ agricole à Saint-Siméon. Saint-Siméon au deuxième rang, donc plus en milieu agricole que sur le bord. Il y en a au village. On pensait la municipalité croyait véritablement qu'elle est envahie par la berce fondile, mais on est allé les rassurer en leur disant que c'était la berce laneuse, la berce indigène, qui peut être un peu problématique, mais qui généralement ne cause pas de problème. Dans ce cas-ci, vous voyez, là, c'est tellement dense, là, je vais revenir à nos moyens d'intervention, c'est tellement dense que si on s'y frotte facilement, là, et si on n'a pas de protection, bien, véritablement, là, on peut se retrouver très rapidement avec des problèmes. La sève que l'on touche est photoréactive et lorsque le soleil va réagir et causer des brûlures, même au deuxième degré, là. Donc, c'est une sale bête. Dont, excusez-moi, je ne parle pas mal habituellement des plantes, mais dans ce cas-ci, on ne la souhaite pas dans notre paysage du tout. Oui, donc, dans le cas de Saint-Siméon, on a commencé par des interventions d'arrachage avec des pelles, une barre de fer. La barre de fer est très efficace, là. On peut retirer en quelques secondes des jeunes plants. Et on a au début de saison, donc enlevé le plus de plants possible, là, des milliers de plants dans ces cas-là. On a réussi, dans le cas de Caplan, à peu près à éliminer tout. Dans le cas de Saint-Siméon, c'est plus en milieu ouvert. Donc, il y a différentes interventions qu'on a faites, dont notamment la coupe d'ombelles. Ça va... les ombelles, les sommités fleuries qui vont créer des graines. Là, on parle il peut y avoir, dans les cas de vieux plants, là, avec plusieurs tiges, il peut y avoir des centaines, plusieurs centaines.
On parle d'une moyenne de 750 jusqu'à, mon Dieu, on a vu, moi, des 1000 et 2000 là, de graines prêtes à se disperser là, quand la plante se détériore en automne et qu'elle lâche ses graines un peu partout, là, qui sont dispersées ensuite par le vent et ainsi de suite. Donc, la lutte qu'on a faite, c'est donc ce genre de choses-là manuellement et aussi un labour par le producteur agricole qui est une technique qui a assez bien marché. Par contre, il reste des plants résiduels qu'il faut encore 2 ans plus tard surveiller et éliminer, là, comme on est en train de le faire présentement sur le terrain. L'autre moyen, c'est le bâchage. Ça veut dire de mettre une bâche qui empêche le soleil de passer d'une certaine façon, et la pluie et tout ça. Et ça, la première année, après 1 an, on a soulevé au printemps la bâche et on a vu qu'il y avait des plants qui étaient encore verts, qui étaient en dessous de la bâche, qui avaient l'air de repartir pour la gloire. Ça fait qu'on l'a laissé là. En la fin de l'été, avec la chaleur, ça avait complètement disparu, ça avait complètement détruit et les racines et les plants. Donc, c'est une technique qui marche bien, mais on parle de différentes surfaces. Il y a un voisin qui en avait en bordure de son jardin et qui, par bâchage, a réussi là, véritablement à bien la contrôler. Il ne l'a pas complètement éliminée, là, mais c'est en cours, là. L'autre élément qui se passe, là, qui va se passer cette semaine, c'est l'excavation proprement dite. Parce qu'on en retrouve dans les fossés. On est capable de creuser en milieu agricole d'une certaine façon quand la terre n'est pas trop compactée. Dans les fossés, la terre est très compactée parce qu'on a amorti des matériaux. Donc, c'est un cas d'excavation. Donc, la municipalité va venir avec la machinerie dans les prochaines semaines et va faire sur à peu près une centaine de mètres fois 2, c'est-à-dire des 2 bords de la route, va faire cette excavation-là là, et on va suivre ça là, dans comment ça réagit et on va être sur place pour enlever là, tous les résidus qu'on pourra enlever là, pour éviter ça. Et tout ça va être enfoui en profondeur et éventuellement, là, ce que je n'ai pas dit aussi au niveau une fois qu'on a coupé les plantes, qu'on a arraché les plantes ou qu'on a coupé les ombelles, on mettait ça dans des sacs de plastique dans lesquels qu'on laissait pendant 2-3 semaines au soleil et ensuite on les apportait au site d'enfouissement. Ils étaient complètement là, détruits là, et, sans problème. Vous m'excusez. Donc, différents niveaux de lutte. Ça semble bien marcher, on semble bien contrôler la situation. Par contre, on a trouvé des nouveaux foyers à Bonaventure-Est, le long d'un champ agricole et proche de la 132. Il y a un endroit qui était le nouveau producteur agricole a labouré et encore là, ça semble bien marcher, sauf qu'il y en a dans le sous-bois, il y a des zones dans le sous-bois, ce genre de grandes plantes-là, et donc ça va être un peu plus problématique pour ça, là. Et on a découvert chez l'autre voisin à côté, ce qui est probablement la source d'origine de la plante, c'est véritablement une prolifération à travers, si vous me permettez l'expression, c'est un petit peu une cour à scrap, là, et avec des vieilles carcasses d'automobiles, du bois empilé n'importe comment, etc. Je ne porte pas de jugement, je décris juste l'endroit, et la berce est à travers tout ça, là. Et donc, ça, c'est une intervention assez particulière qu'on pourra faire. On verra là, les meilleurs moyens, mais c'est le dernier endroit qu'on a vu, là. Et on n'en a pas vu d'autres ailleurs là, que c'est les 3 endroits dont je vous ai parlé. Donc, la berce spondyle, c'est véritablement un ennemi qu'il ne faut pas laisser la place au développement parce qu'elle peut, comme
les gens de l'OBBMR le mentionnent et le répètent aux élus et à tous les intervenants des ministères à qui ils peuvent parler. Véritablement, il faut lutter là, vraiment, vraiment contre ça. Parce que au-delà des risques à la santé publique, c'est la perte d'usage, notamment si on trouve ça le long d'un sentier de marche où les gens vont marcher après le souper là, dans le village. C'est pas évident là, de se retrouver avec une chose comme ça qui constitue une barrière là, qui empêche là, la tenue de l'activité. Comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas rajouté d'autres espèces comme le phragmite. C'est surveillance. Bon, maintenant, pour terminer, les moyens d'action de façon plus générale, c'est véritablement, dans un premier temps, les repérer dans son entourage. Donc, avoir développé un œil pour ces plantes-là. On peut choisir selon les plantes qui sont les plus problématiques là, dans vos milieux. Bien entendu, sensibiliser et informer le grand public des risques de telle ou telle plante, parce qu'il faut les prévenir, il faut faire de la prévention, véritablement, là, dans le cas d'espèces comme le panais sauvage, pardon, et la berce, très certainement. Il faut adopter des lois pour limiter leur usage et leur propagation, par exemple pour les plantes ornementales, de façon générale. Il faut intervenir pour, à tout le moins, contrôler ou, idéalement, éradiquer là, complètement ces espèces-là. Et par les différents moyens dont je vous ai parlé, là, soit l'arrachage ou la lutte mécanique, qui peut être là, de la machinerie, etc. Le travail du sol, les bâches et tout ça. Un élément que je n'ai pas parlé, c'est la lutte chimique. Dans certains cas, ça peut être efficace, mais il faut calculer le risque et il faut véritablement contrôler. On ne veut pas créer d'autres problèmes là, par rapport à ça. Parce qu'on sait que au-delà de tuer des herbes, la lutte chimique, les produits chimiques peuvent, en tout cas, tuer beaucoup d'insectes qui sont utiles véritablement, là. Il y a aussi différentes choses, comme par exemple le broutage, voir si certaines plantes, par exemple la renouée, pourraient servir comme fourrage et ainsi de suite, pourraient servir à d'autres usages, peut-être en manger. La berce, on dit qu'on mange de la berce en Europe, en France particulièrement. Je ne suis pas rendu là à amener de la berce chez moi puis m'en préparer pour souper, là. Mais bon, il y a différents moyens là, qui seront à explorer dans les prochaines années. Mais l'idée, c'est véritablement là, de développer un réseau d'observateurs volontaires qui seraient en mesure là, de repérer et par la suite des organismes comme les nôtres, comme le Conseil régional d'environnement, les comités ZIP et tout organisme qui est en lien avec le milieu naturel puissent cartographier et développer des modes d'intervention pour ces plantes-là. Donc, ça fait à peu près le tour. Je peux en parler jusqu'à ce que vous endormiez tous. Et toutes. Mais bon, je vais arrêter là et je laisse la place à vos commentaires et questions. Oh, 13h57, ça passe. Tempus fugit. Merci beaucoup, Michel, pour ton intervention, pour ta présentation. C'était super intéressant. Donc là, j'inviterai en fait les personnes vous pouvez réactiver vos micros, vos caméras. Puis, sans problème, si vous avez des questions, levez la main. Michel va pouvoir répondre à tout ça. J'ai vu qu'il y avait une main levée tantôt. Oui. Donc, Yves Briand, vous pouvez y aller. Ah, il y avait Frédéric Lacoste qui avait la main levée avant moi. Bonjour Yves. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Je pense qu'il y avait une autre main levée avant la mienne, là, je pense. Ben, c'est pas grave, peu importe. Mais dans le fond, Vas-y, Yves,
Ben, dans le fond, OK. moi, je me demandais si l'utilisation du pyrodésherbeur était recommandée pour ces plantes-là. Le pyrodésherbeur, c'est une technique qui est employée pour la berce, je pense. Hein? La berce du Caucase. Vous m'entendez? Oui, OK. Ce pyro, comment nommez-le encore, pardon? pyrodésherbeur. Ça coûte, je ne vous entends pas beaucoup. Pyrodésherbeur. C'est utilisé pour la berce du Caucase, notamment, à votre connaissance? Non, je ne sais pas. Je Ah me oui, demande OK, pardon. pour n'importe lequel. J'ai cru avoir entendu qu'il y a eu des essais qui ont été faits. Ça pourrait être intéressant, mais ça brûle la partie végétative externe pour beaucoup, là. C'est l'équivalent finalement d'une coupe. Parce que la racine, le système racinaire de la berce va avoir, c'est une carotte qui peut aller assez profondément. Là, on parle de 30, 40, 50 centimètres et qui, quand le plant devient plus grand, grossit au fil des années, va développer véritablement un système racinaire là, dense. Par exemple, avec les moyens habituels, en quelques secondes, là, je peux faire des plans là, en 30 secondes, le plan est complètement arraché et tout ça avec une barre de fer, notamment, c'est mon outil privilégié. Mais quand c'est un plan là, qui est développé, là, ça m'a pris une demi-heure l'an dernier pour enlever un plan. C'est-à-dire que donc le problématique de ces plantes-là pourrait marcher, par exemple, pour le gaillet molugine, qui a un système racinaire est très proche. Je pense que ça pourrait être efficace. Mais dans le cas de la berce et du panais sauvage, j'en doute là, par rapport à ça. Merci. Bienvenue. Yves Briand, je crois. Peut-être Frédéric Lacoste, je vois que la main était avant. Frédéric, OK. OK, c'était la personne qui vient de parler. Yves Briand, tu peux y aller. Oui, c'est ça. Oui, c'était plus pour faire un complément avec la présentation de Michel, puisque moi, je suis co-directeur du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. De notre côté, on a fait des observations fortuites dans les dernières années là, de différentes espèces exotiques. Puis l'année dernière, avec un stagiaire, on a fait le tour de ces observations-là pour se créer une base de données. À mon souvenir, il y avait peut-être 25 observations. La grande majorité, c'est de la renouée du Japon, parmi celles qu'on a observées. En deuxième, en termes de fréquence d'observation, d'occurrence, c'était la salicaire, salicaire commune. Oui. Et puis, on a eu un cas de berce du Caucase qui, lui, avait été identifié par le ministère des Transports Québec dans un fossé routier près de Pointe-Jaune et sur le terrain de la résidence voisine. Pointe-Jaune, vraiment? Oui, absolument. Puis, bon, ça a été éradiqué par la MTQ, fait qu'on garde un œil. Quand notre stagiaire y est allé, ben, il n'y avait pas d'observation possible, fait qu'il n'a pas pu valider l'observation faite par le biologiste du MTQ, mais le biologiste du MTQ était quand même très affirmatif à l'effet que c'était de la berce du Caucase. Bon. Si c'est grand, c'est la berce du Caucase. Ouais. Ouais, mais là, c'est ça, on se fie sur le biologiste du MTQ parce qu'on n'a pas pu faire l'observation nous-mêmes. Fait que c'est ça, mais de la berce spondyle ou commune, là, je sais que dans Matapédia restigouche, je préfère dire spondyle parce que c'est plus alarmant, entre guillemets, que commune. Commune, ça a l'air d'être comme normal de l'avoir, tandis que spondyle, on s'interpelle un petit peu plus. C'est la même chose, Yves. Oui, je sais que c'est la berce commune. Tu as la berce laneuse, qui est la berce indigène, là, qui est moins problématique. Mais, oui, je sais que c'est la même chose. C'est juste pour ça que je disais, moi, je l'appelle la berce spondyle, justement, pour suivre un petit peu le raisonnement de l'équipe de l'OBVMR. Même si son nom vernaculaire reconnu, c'est la berce commune. La berce commune. On n'en a pas d'observation, à ma connaissance, sur le côté nord de la Gaspésie. Ça Restez vigilant quand même, hein, par rapport à ça. C'est une plante. L'OBVMR, justement, dit que c'est une plante très polymorphe. Elle peut avoir plusieurs formes. Là, ici, vous voyez en gros là, les choses. Je ne sais pas si vous voyez toujours, là, mais ce genre d'enclé-là, là,
Mais ça peut, selon le stade, selon où ça s'établit, là, ça peut être assez polymorphe, là. Donc, ça peut ressembler à d'autres choses. Mais quand on la connaît, là, moi, je la fréquente depuis 3 ans, là, intimement, puis je commence à spotter pas mal assez bien, là, dans n'importe quelle condition, là. Sinon, on a des observations aussi de panais sauvages, plus sur la pointe de la Gaspésie. Ça, oui. Ça, on en a des observations. Puis, Gaillet-Molugine, moi, j'en ai plein mon terrain, là. Pas grand-chose que tu peux faire, là. Par contre, à chaque observation qu'on a faite puis qu'on a validée sur le terrain, on s'est attardé à savoir on était dans quel type d'environnement. Puis bon, le plus souvent, on est sur des terrains résidentiels ou des fossés routiers. Les observations qu'on a faites qui étaient en milieu humide ou hydrique, c'est essentiellement la salicaire pourpre qu'on a retrouvée dans des marais ou dans des marécages arbustifs. Mais pour l'essentiel, les autres plantes, jusqu'à date, heureusement, du point de vue d'un OBV, là, elles n'étaient pas localisées la plupart du temps dans des milieux humides ou hydriques. Ce qui fait qu'on y voit un problème environnemental, mais on a de la misère à se positionner comme organisme de bassin versant pour la lutte à ces espèces-là qui très souvent se retrouvent dans des friches, dans des terrains résidentiels, dans des fossés routiers. Fait que on aimerait bien qu'il y ait des organismes à caractère environnementaux qui prennent un petit peu le relais dans ce dossier-là, puisque on ne sent pas avoir les ressources nécessaires pour investir des terres, des milieux qui sont plus terrestres que humides ou hydriques. Fait que c'était ça l'intervention que je voulais faire. On veut interpeller là, les différents ministères par rapport à ça, notamment la santé publique, bien sûr, mais le ministère des Transports. On souhaite former des observateurs aussi. Ça aussi, il serait intéressant, Yves, que vous retourniez aux endroits que vous avez repérés puis voir comment ça évolue, là. De voir cette année, par exemple, est-ce que son aire se sont agrandis? Est-ce que ce genre d'observation-là, parce que ça vaut autant que la première observation, là. On voit la deuxième observation vient comme confirmer l'état et ça survit-tu, parce que des fois, un mauvais hiver peut faire une différence, là, un hiver difficile. Mais dans certains cas, là, au contraire, ça peut décider de prendre vraiment le terrain, là. Donc, ça serait une bonne chose si vous pouvez retourner et faire du repérage encore là, dans ces endroits-là. Oui, ben, c'est ça que j'allais dire. On passe quand même régulièrement dans ces endroits-là qui sont souvent le long de la 132. Je peux témoigner de la virulence de la renouée du Japon, mais en fait, c'était une renouée sacchaline, tu n'en as pas parlé, mais c'est comme une autre variété, là. Il y a un terrain résidentiel sur le bord de la 132 qui a un gros bosquet, puis je l'ai vu le couper à ras-le-sol, puis au printemps, là, au printemps, là, puis dans le mois suivant, ça va déjà commencer à pousser, puis là, c'est rendu plus gros que c'était. Puis les pousses descendent vers le fossé routier. Fait que là, je vais interpeller le MTQ. La renouée de sacchaline, on en a vu à un endroit à Matapédia, dans la cour du MTQ. C'est le seul endroit qu'on a vu. Les feuilles sont plus grandes que la renouée du Japon, finalement. C'est un fait. Merci Yves pour tes observations. Puis si je vais faire un tour dans ton coin, j'irai voir de plus près. Merci Yves pour le complément. En effet, on aurait une autre question pour toi, Michel, de Marc Dupont. Oui. Bonjour Michel, je travaille à la Ville de Gaspé comme coordonnateur de l'urbanisme et de l'environnement. Justement, Pointe-Jaune étant dans notre cours avec l'histoire de la berce du Caucase et tout ça, ça nous interpelle beaucoup récemment. Puis on est en train de regarder soit pour des outils réglementaires ou des outils d'information ou du support pour nos citoyens. Et je ne sais pas si à travers de vos connaissances, tout ça, vous êtes familier avec des municipalités en Gaspésie qui reçoivent déjà des règlements ou des outils là, qui pourraient nous être utiles là, pour nous aider à réfléchir comment gérer cette situation-là qu'on voit se développer sur notre territoire. Il n'y a pas encore de règlement en tant que tel, mais on a produit, et l'OBV aussi, notamment pour la berce, là, mais nous, on a produit un fascicule qu'on pourrait
vous transmettre, là, puis, qui présente là, les 4 espèces là, qu'on a suivies, là, les 2 berces, là, plus la renouée et tout ça. Ça pourrait vous être utile. L'idée, c'est entre autres, de voir de quelle manière on peut convaincre les autorités, notamment le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère, le MTQ, le ministère des Transports, pour le nommer comme il faut, d'intervenir, en tout cas de développer des moyens de lutte et des programmes véritablement pour aider les municipalités, là. La berge du Caucase, Marc, est-ce que c'était juste quelques plans? C'était un plan? C'était quelques plans, c'est en plein la situation que Yves décrivait. Là, c'était le biologiste du MTQ qui est intervenu, qui nous a signalé dans le secteur de Pointe-Jaune. Il nous avait signalé soit sur à peu près 4 propriétés, là, je regarde, là, oui, c'est ça, il nous avait signalé sur 4 propriétés, puis dans le fossé. Nous, on contacte de temps en temps des citoyens, là. OK, je t'entends. Je veux juste voir si j'ai le dépliant en question avec moi. OK. Donc, c'est ça, là, on les avait mis dans des sacs de poubelle au soleil pendant une semaine de temps. Je sais que la MTQ avait fait des interventions aussi, là, puis, OK, oui. donc, le MTQ est guéri pour la berge du Caucase. Ils ne sont pas encore véritablement là, c'est ça, il parlait enlignés vers la berce et autres plantes, là, parce que c'est véritablement une directive là, qui vient de Québec. Donc, on a considéré les plantes qui sont présentes dans le centre du Québec là, dans un premier temps. Mais il faut vraiment faire quelque chose là, pour certaines choses, pour certaines plantes. Regarde, c'est ça le dépliant. En gros, là, ça ressemble à peu près à ça. C'est un dépliant qu'on a avec les informations. Bon, les renouées se reconnaissent facilement par leur tige, rappelant celle du bambou, blablabla, et ainsi de suite, là. Donc, des moyens d'information qu'on pourra te transmettre là, à la ville de Gaspé. J'apprécierais beaucoup, c'est ça. Puis le MTQ, qu'est-ce qui est plate, c'est qu'il limite ses interventions sur le fossé, tandis que sur le terrain des gens, c'est ça, je regarde le courriel, là, il y avait une 50aine de plants qui avaient été arrachés, là. 50aine de plants, oui, quand même. OK. Personnellement, je suis un peu surpris que ce soit de la berge du Caucase, là, mais les espèces qui sont transportées, on ne sait jamais là, de cette façon, parce que c'est la seule mention de berge du Caucase de toute la Gaspésie, là, à peu près de choses. J'ai parlé de ce qu'on a fait des clients. L'OBVMR a fait, l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, a fait beaucoup d'informations aussi, là, dont cette fiche-là là, sur les différents types de berces, là, qui est vraiment, vraiment très, très bien faite. Ils ont produit beaucoup de matériel. Ils sont très vaillants, d'une certaine façon. De toutes les façons, ils sont vaillants. Ça serait intéressant de voir, là, de rassembler là, du matériel d'information. Ils travaillaient ensemble aussi. Là, ils nous l'ont déjà proposé. On était plus au mode d'intervention, mais d'une stratégie commune là, avec l'OBV du Nord et aussi, comme Yves le mentionnait tantôt, avec d'autres organisations, pour développer une stratégie là, commune de lutte. On a la chance d'être peu envahi et si on peut faire en sorte là, de peu envahi là, de certaines espèces là, et plus par d'autres, là, mais de développer une stratégie de lutte là, commune et une volonté nette de s'en débarrasser. Là. On est rendu là véritablement. Là. Ouais, nous autres aussi, on regarde à quel rôle qu'on peut jouer là-dedans. Là, puis, vraiment. Si on peut avoir fait disparaître la seule preuve qu'il y avait de la berge du Caucase à Gaspésie l'année passée, ben, tant mieux. on va vous envoyer une médaille ou un trophée. Vous le méritez. Donc, c'est un peu ça. On aura probablement l'occasion, quand j'irai à Gaspé, là, de se rencontrer et d'en parler davantage. Là. Puis, autrement, la question que je l'ai posée, est-ce que vous en avez vu d'autres espèces, comme par exemple la renouée? Est-ce que
Pour la renourée, je suis moins familier. Pour la berce, des différents types de berces, on en a à grandeur, comprenant sur Oui, la certaines berce des laineuse, pas probablement, oui. Oui, berce laneuse, mais probablement aussi la berce commune, je pense. Je suis pas très bon dans mes. Je suis pas Yves, là. Je préférais. Je sais que Yves les identifie drôlement mieux, mais oui, on en a plusieurs sur le territoire là, OK, oui. qu'on entend parler. Là. OK, c'est bon. C'est bon. On pourra voir ça. On continue, nous, la lutte, mais l'automne, on veut véritablement passer au stade de concertation là, avec les ministères et les municipalités. OK. Là. Les municipalités sont étonnamment ouvertes, que ce soit dans le cas de Saint-Siméon, là, qui vont venir faire les travaux. C'est quand même une assez grande intervention. Puis dans le cas de Bonaventure aussi, là, qui veulent aller sur le terrain puis intervenir aussi. Là, fait que il y a une bonne collaboration une fois qu'ils savent à quoi ils ont affaire, là, véritablement. Là. Okay. Merci beaucoup, Marc. De rien. On aurait un autre intervenant pour toi, Michel, Jean-Sébastien Bourque de la ville de New Richmond. Oui. Merci, bonjour Michel. Bonjour. Donc, c'est ça, j'avais une question. En fait, on a parlé beaucoup là, des différents types de berces. Puis, tu parlais qu'il y avait la berce laineuse qui était une espèce qui était indigène. Oui. Est-ce que c'est facile de faire la différence entre la berce laineuse puis les autres types de berces? Il y a au niveau, le meilleur exemple, c'est véritablement, je pourrais t'envoyer ça, là. Ouais, c'est le tableau fait par l'OBV Matapédia Restigouche qui résume assez bien là, les choses. Comme par exemple, si on parle là, de la berce du Caucase, il va y avoir des taches pourpres sur la tige. Il va y avoir, par exemple, le type d'inflorescence, des ombelles de 150 à 150 rayons, et en tout cas, des ombelles sont plus petites. La feuille, comment elle est dentelée, et ainsi de suite. Donc, c'est un bon moyen de faire la différence là, par rapport à ça. Généralement, tu vas trouver la ville de Saint-Siméon, comme je l'ai mentionné, la municipalité de Saint-Siméon, ça a grandi, mais pas aussi vite que ça. La municipalité de Saint-Siméon pensait en avoir beaucoup sur son territoire, mais quand je suis allé sur le terrain avec les autres, là, on a vu que c'était de la berce laineuse là, très, très rapidement. Là. Je préfère une sortie de Richmond. On pourrait, le premier beau temps, dans les prochaines journées de beau temps, pour aller juste se rassurer là, par rapport à ça, puis voir les méthodes d'intervention qu'il peut y avoir aussi pour la berce laineuse, parce que la berce laineuse qui se retrouve, par exemple, je ne sais pas moi, au parc, pardon, excuse-moi, Point-Taylor, non? le parc de la Pointe, c'est ça? Point-Taylor. Ça pourrait être problématique là, à cause de la grande fréquentation qu'il peut y avoir là. Donc, c'est des éléments qu'il faut surveiller. Là. Ben oui. Donc, je pourrais communiquer avec toi là, par rapport à ça, mais je vais essayer de t'envoyer ou faire en sorte que je te sois envoyé là, la différenciation des différents types de berces. Bon, parfait. Puis ben on se parlera, puis j'essaierai d'inviter. Là, on a des gens qui s'occupent justement de l'horticulture, puis tout ça. J'essaierai de les inviter. Oui. Puis on pourra se faire un petit meeting, puis se jaser de ça, parce que c'est eux autres qui sont mes yeux là, sur le terrain. Fait que ça va. On pourra essayer de les avoir. Juste comme ça, tu dis-leur donc d'aller faire d'aller en arrière de l'hôtel de ville, puis regarder sur la bordure là, de la falaise, juste pour des fois, parce que c'est des endroits où il pourrait y avoir de la berce laineuse. Là. OK. C'est bon. Merci Michel, on s'en reparle. C'est beau, parfait. Super, puis tu sais, après ce webinaire-là, on pourra transmettre par courriel à tous les participants tous les outils qu'on a parlé, que Michel a présentés. S'ils sont disponibles en format PDF, là, on pourra renvoyer ça d'un coup à tout le monde. Avec plaisir. Puis en fait, pour toi, Michel, il y aurait Charlie Brochu de l'OBV Matapédia Restigouche pour toi. OK. Oui, parfait. C'est juste pour rajouter un peu, là, on a fait des mises à jour là, à l'OBV là, de certains documents de sensibilisation, d'identification, tout ça, là, que je pourrais vous transmettre là, sur un milieu agricole ou plus généralement là, au niveau municipal. Là. Fait que, ça, c'est pour mentionner que je pourrais vous transmettre tout ça. Là, puis, OK, avec grand plaisir. Il faudra qu'on se parle aussi là, avec oui, ça, j'ai noté ça aussi là, pour certaines colonies là, qu'on n'avait pas dans nos bases de données là, cartographiques. Là, puis, c'est intéressant d'ajouter ça justement pour notre suivi. Là.
J'ai lu votre dernier rapport là, de 2021 là, et tout ça, là, puis c'est vraiment, vraiment bien fait. Qu'est-ce que ça a l'air cette année, si tu... Moi, ça, la problématique, elle continue d'évoluer, là. C'est sûr que nous, on est plus en accompagnement là, depuis quelques années. Là, on a un peu changé notre fusil d'épaule. Oui, là, oui, par rapport à vraiment, ça. par faute de moyens. Oui, c'est ça. Ça prend les moyens. Puis là, on essaie de plus avoir des interventions avec le CN puis le MTQ, justement, pour qu'ils aient leur part de responsabilité dans cette gestion-là. Puis là, justement, on fait la mise à jour de plans d'accompagnement de municipalités pour les aider, justement, à vaincre un peu là, cette plante-là, ou la contrôler, du moins. Là. C'est excellent. Les plans d'accompagnement, c'est une bonne méthode. C'est sûr que c'est souvent du cas par cas. Là. Oui, c'est ça. Mais l'idée, il faudrait qu'il y ait une stratégie, une lutte commune là, des municipalités là, qui sont prises avec ça, là, véritablement, parce qu'on n'est pas sorti du bosquet. Là, vraiment. Oui, effectivement. Ah, en fait. Encore là, bravo là, pour tous les efforts que vous avez pu faire là, de sensibilisation et tout ça. Et comme je le mentionnais, là, les tableaux là, de comparatifs que vous avez faits, c'est vraiment des très bons outils ça, par rapport à ça. Donc, soyez appréciés. Puis mes amitiés à Mireille, en passant. Je lui transmettrai le message. C'est bon. Avais-tu une autre question? Non, c'est sensiblement ça. Merci beaucoup. On a justement là, en conversation dans le chat Judith du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud qui nous a partagé un outil, en fait, là, un lien qui mène sur leur drive. Donc, si des gens veulent déjà accéder à ça, c'est disponible là. Ensuite, on avait Julie qui avait une question pour toi, une main levée. OK. La main a disparu, donc je vais considérer que c'était correct. Ou que ça a été répondu en cours de route. Julie Leblanc ou... Je ne sais pas, il y avait juste le prénom, peut-être, Julie Leblanc. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Excusez, mon micro n'était pas activé. OK, c'est bon. Excusez-moi. C'est vraiment juste, en fait, quand le message a été écrit dans le chat, là, qu'on a des fascicules qui ont été mis à notre sauce, Gaspésie-Sud, pour le territoire Gaspésie-Sud, ça fait que on vous les a mis comme en lien, là, vous pouvez aller les consulter si vous voulez pour distinguer là, les 3 espèces de berces là, et quelques petites mesures de contrôle qui peuvent être faites sur les terrains privés, là, entre autres. Là. Excellent. Parce que je fais tout ça pour le Conseil de l'eau, ces interventions-là. C'est le Conseil de l'eau qui est mandaté. Là. Fait qu'on est, des équipes. L'an passé, en fin d'année, on est allé toute la gang sur le terrain pour faire la Coupe Nobel. Là. Donc, le Conseil de l'eau est très impliqué là-dedans. Là. Autre question? Je n'entends plus. OK. Je ne vois pas de main non plus de plus. OK. En fait, merci tout le monde pour votre participation. Puis je salue aussi là, la présence des municipalités, mais aussi tous des OBV qui sont là, qui travaillent aussi pour la même cause. Donc, c'est super le fun de voir cette mobilisation-là qui se construit tranquillement. On va continuer à essayer d'informer le mieux qu'on peut là, avec justement tous les outils que tu nous as partagés, Michel. On pourra transmettre avec la liste des participants puis donner plus d'informations pour faire suite à ce webinaire-là. Aussi, simple rappel que ce webinaire est enregistré, donc ça va être diffusé aussi tout l'été pour pouvoir tout simplement rejoindre le plus de personnes possible pour pallier à cet enjeu-là. Donc, voilà. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait terminer le webinaire là-dessus. En te remerciant très chaleureusement, Michel, pour ta présentation et la présence de tout le monde là aujourd'hui, puis aussi de votre compréhension avec notre prise 2, test technique. Là, donc, celle-là a super bien fonctionné. Donc, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Puis, portez-vous bien. Bonne fin de journée à tous.